Le silence qui s'abattit sur le vaste cabinet du notaire ne fut pas simplement une absence de bruit, mais une entité physique, lourde et oppressante, qui sembla aspirer l'oxygène même de la pièce. Les murs lambrissés de chaînes sombres, témoins silencieux de décennies de succession et de secrets de famille, semblaient se resserrer autour des occupants. Arrêtez tout. Suspendez la lecture immédiatement. L'héritier légitime n'est pas porté disparu. Il est séquestré sous terre. Ces mots, prononcés d'une voix qui cherchait sa force, tranchèrent l'air vicié. Chloé Lefebvre, la gouvernante, s'était levée. Ses mains, pâles et usées par le travail, tremblaient imperceptiblement sur le bois verni de la table massive, laissant de minuscules traces de moiteur sur la surface immaculée. Ses yeux, écarquillés par des nuits hantées par l'insomnie et la terreur, refusaient de cligner, fixés avec une intensité brûlante sur l'homme de loi, un notaire à la moustache grise qui en laissa tomber son stylo plume. De l'autre côté de la table, la veuve, Valérie Moreau, conservait ce sourire placide et indéchiffrable, une sculpture de marbre froid qui avait traversé la tempête du deuil sans qu'un seul cheveu de sa coiffure parfaite ne bouge. C'était le visage d'une femme qui avait déjà calculé sa fortune au centime près, anticipant chaque clause, chaque virgule du testament. Elle irradiait une élégance glaciale, drapée dans une tenue de deuil d'une coupe exquise qui ressemblait davantage à un costume de scène pour une tragédie grecque qu'à l'expression sincère d'une douleur. Son calme persista, surnaturel, presque inhumain, défiant la gravité de l'accusation, jusqu'à ce que Chloé prononce un seul prénom, un prénom qui résonna dans la pièce feutrée comme le claquement sec d'une guillotine, Lucas. Il fallait remonter le fil du temps pour comprendre l'ampleur de ce moment. 18 mois plus tôt, Chloé était arrivée devant l'imposant portail en fer forgé de l'hôtel particulier des Moreau. La bâtisse, située dans l'un des quartiers les plus huppés et les plus silencieux de Lyon, se dressait comme une forteresse de pierre grise, ses fenêtres hautes reflétant un ciel souvent maussade. Chloé, sa petite valise à la main, s'attendait à un travail de routine. Elle imaginait l'odeur de la cire d'abeille, le froissement des draps de lin, l'entretien méticuleux de parquets anciens qui craquaient sous le poids de l'histoire. Elle était prête à servir, à s'effacer, à devenir cette ombre nécessaire au confort des riches. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce froid polaire qui semblait émaner non pas des murs épais ou des courants d'air de l'hiver lyonnais, mais de la voix même de Valérie. La maîtresse de maison l'avait accueillie dans le grand vestibule, sous un lustre de cristal qui n'était jamais allumé à pleine puissance. « Bienvenue », avait dit Valérie. Elle était parfaitement polie, d'une courtoisie mécanique, mais ses yeux vous traversaient sans jamais vraiment vous voir. Elle était une statue de glace trônant dans un salon de velours cramoisi, une reine régnant sur un royaume de silence. Jean Moreau, le patriarche, un homme dont la réputation de bienveillance et de philanthropie n'était plus à faire dans toute la région Rhône-Alpes, n'était plus que l'ombre de lui-même. Il s'affaiblissait de semaine en semaine, une bougie vacillante dont la flamme luttait contre un vent invisible. C'était un déclin lent, étrange, orchestré dans l'ombre des lourds rideaux de brocart. Valérie contrôlait tout avec une précision chirurgicale, chaque rendez-vous médical était supervisé, chaque pilule ingérée était comptée, chaque conversation téléphonique était surveillée comme si des secrets d'État étaient en jeu. Elle était la gardienne jalouse d'une forteresse où même les mots étaient filtrés, triés, et souvent censurés avant d'atteindre les oreilles du vieil homme. Leur fils aîné, également prénommé Lucas, a une confusion dynastique que la famille gérait par le contexte, l'appelant souvent « Lucas l'aîné » ou simplement « Monsieur Lucas », par opposition au cadet. Il était un jeune homme aux traits tirés par une inquiétude permanente. Il errait dans les couloirs comme une âme en peine, demandant sans cesse des nouvelles de son petit frère de 14 ans, le jeune Lucas. Le petit Lucas est dans un internat privé en Haute-Savoie, insistait Valérie avec une douceur mécanique, une ritournelle apprise par cœur qui ne tolérait aucune contradiction. C'est pour son bien. Il avait besoin de structure. L'air de la montagne lui est nécessaire pour ses poumons fragiles. Elle prononçait ces phrases en arrangeant des fleurs dans un vase, coupant les tiges avec un bruit sec qui mettait fin à la conversation. Mais Chloé avait l'œil. C'était une déformation professionnelle, mais aussi un trait de caractère forgé par une vie passée à observer les silences des autres, à lire entre les lignes des conversations domestiques. Elle remarquait comment le courrier était trié, comment certaines lettres disparaissaient avant d'atteindre le plateau d'argent dans l'entrée. Un jour, alors que la pluie battait les carreaux des hautes fenêtres, elle se retrouva à ranger le bureau personnel de Valérie. C'était une pièce interdite, un sanctuaire de l'ordre administratif. En déplaçant une pile de factures de gaz et d'électricité, elle découvrit un dossier médical mal dissimulé, dont le coin dépassait d'une pochette en cuir. Le nom du jeune Lucas y figurait, imprimé en lettres noires sur le papier blanc,
accompagné de termes cliniques qui glacèrent le sang de la gouvernante, anxiété sévère, carences multiples, malnutrition avancée. Les dates étaient récentes. Mais ce qui fit cesser le cœur de Chloé de battre pendant une seconde interminable, ce fut l'adresse. Ce n'était pas l'adresse d'un prestigieux internat suisse ou d'une école d'élite face au Mont Blanc. C'était celle d'une vieille propriété familiale, une maison de campagne isolée, perdue au cœur des reliefs accidentés et sauvages du Massif central. Une zone blanche, loin des regards, loin de la civilisation. Lorsque Jean Moreau, le père, mourut brutalement, un lundi matin qui aurait dû être ordinaire, l'atmosphère dans la maison changea. Le chagrin semblait absent, remplacé par une efficacité morbide. Valérie, le visage de marbre, affirma que l'école refusait catégoriquement de laisser rentrer le jeune Lucas, même pour les funérailles de son propre père, prétextant une fragilité émotionnelle trop grande. C'était un mensonge de trop. C'est alors que Jean, le vieux jardinier aux mains noueuses comme les racines des chênes qu'il soignait, s'approcha de Chloé. Il profita d'un moment où elle étendait du linge dans le jardin d'hiver pour chuchoter, le regard fuyant vers les fenêtres du premier étage où Valérie montait la garde. Le vieux Jean lui raconta, la voix tremblante, ce qu'il avait entendu lors de son dernier passage dans le Massif central pour l'entretien sommaire des extérieurs, des mois auparavant. Il avait cru entendre des sanglots étouffés. Des plaintes sourdes venant de sous le plancher de la vieille grange attenante. Il avait eu peur. Il s'était tu, terrifié par l'autorité glaciale de Valérie, craignant pour son emploi, pour sa modeste retraite. Mais la mort du patron avait réveillé sa conscience. Cette nuit-là, mue par une force qui dépassait la simple loyauté professionnelle, une colère sourde mêlée à une terreur viscérale, Chloé commit l'impensable. Elle s'introduisit dans le bureau de Valérie et vola une vieille clé en fer qu'elle avait vue pendre à un trousseau rarement utilisé. Puis, elle rassembla quelques affaires, et sous le couvert d'une lune voilée par les nuages, elle monta dans sa vieille Citroën 2CV. Le moteur cahotant de la petite voiture brisa le silence nocturne de l'allée gravillonnée, un bruit qui lui sembla aussi fort qu'un coup de tonnerre. Elle s'engagea sur les routes sinueuses quittant Lyon, ses phares jaunes perçant l'obscurité. Elle roula pendant des heures, quittant les artères urbaines pour les routes départementales désertes, s'enfonçant vers les collines sombres et les forêts denses. Elle se dirigea vers cette bâtisse oubliée, guidée par l'adresse gravée dans sa mémoire et par une intuition maternelle pour un enfant qui n'était pas le sien. Lorsqu'elle arriva enfin devant la maison de campagne, une ruine majestueuse envahie par le lierre, le silence de la nature était assourdissant. Elle força la porte du sous-sol, une lourde porte de bois pourri qui gémissait sur ses gonds rouillés. L'odeur de moisi et d'humidité la frappa au visage. Ce qu'elle vit dans la pénombre, éclairée par la lampe torche de son téléphone, se grava à jamais dans sa mémoire, une image indélébile de cruauté. Le jeune Lucas était là. L'héritier disparu, l'enfant soi-disant à la montagne, était enchaîné à la cheville comme un animal dangereux, assis sur un matelas crasseux. Ses yeux, immense dans son visage émacié et cerné de noir, la fixait avec un mélange de terreur et d'espoir insensé. Le regard était vide, mais une étincelle de vie y persistait, refusant de s'éteindre. Il lui raconta, d'une voix rauque, brisée par le manque d'usage et la soif, comment sa mère, Valérie, l'avait effacé du monde. Il lui expliqua comment elle lui apportait de maigres repas, comment elle le maintenait dans l'ombre pour s'assurer que l'héritage ne soit jamais partagé, pour garder le contrôle total sur la fortune des Moreau. Plus terrifiant encore, il lui parla des médicaments de son père, Jean Moreau. Il avait vu, lors d'une des rares visites de sa mère, comment elle manipulait les pilules, broyant des substances inconnues pour les mélanger au traitement cardiaque du patriarche. Chloé documenta tout. Les mains tremblantes mais résolues, elle prit des photos, photographia les étiquettes des flacons qui traînaient, enregistra le témoignage chuchoté de l'adolescent. Puis, elle attendit. Elle ne pouvait pas juste fuir, elle devait s'assurer que le piège se referme. Retour au présent, dans le cabinet du notaire. L'air était devenu électrique. La porte du fond s'ouvrit lourdement. Le jeune Lucas entra, soutenu par 2 officiers de police, sa silhouette frêle flottant dans des vêtements trop grands qu'on lui avait prêtés. Il avançait lentement, réapprenant à marcher sans chaîne. À sa vue, le sourire de Valérie ne s'effaça pas progressivement, il s'effondra instantanément, comme un château de cartes soufflé par une bourrasque violente. Le masque de la veuve éplorée et digne tomba en poussière, révélant la peur nue, laide et convulsive. Son fils aîné, Lucas le Grand, qui était resté silencieux dans un coin de la pièce, poussa un cri d'horreur pur en voyant l'état de son petit frère. Il se précipita,
mais les policiers le retinrent doucement. La scène était un tableau de chaos émotionnel, une rupture violente avec la bienséance bourgeoise qui avait régné quelques minutes plus tôt. Lorsque la poussière de la révélation retomba, et que les procédures judiciaires commencèrent à se mettre en place avec la lourdeur administrative qui leur est propre, le notaire se tourna vers Chloé. Il parla de récompense, de part de l'héritage, d'une somme que la justice voulait lui allouer pour son courage exceptionnel. Chloé refusa. Elle secoua la tête, ses cheveux échappaient de son chignon encadrant un visage fatigué. Elle ne voulait pas de cet argent souillé par le mensonge et la souffrance. Elle demanda à la place la création d'une fondation, financée par les fonds récupérés, pour retrouver ces voix oubliées, ces enfants piégés dans les sous-sols des autres, invisibles aux yeux de la société. Quand les menottes cliquetèrent enfin autour des poignets manucurés de Valérie, le bruit métallique résonna comme une conclusion nécessaire mais sinistre. Chloé ne ressentit aucune euphorie, aucune victoire triomphante. Il n'y avait qu'un étrange calme en elle, douloureux et profond, comme la surface d'un lac après l'orage. C'était comme si une tempête, qui hurlait en elle depuis des mois, venait soudainement de manquer de souffle, la laissant vide et épuisée. La pièce devint floue, les contours du mobilier du notaire s'estompèrent, et son esprit glissa vers le passé, revenant à ce jour précis où elle avait franchi pour la première fois le seuil de l'hôtel particulier des Moreau à Lyon. Elle revit sa valise dans une main, son tablier plié dans l'autre, se répétant que ce n'était qu'un travail, rien de plus. Elle se souvint de la première fois où elle avait vu Valérie descendre le grand escalier. « Bienvenue », avait dit Valérie. Le mot sonnait faux aujourd'hui, une ironie cruelle. Elle était parfaitement polie, parfaitement froide. Une statue de glace dans un salon de velours, incapable de chaleur humaine. C'était comme si cette chaleur était un luxe que Valérie refusait de dépenser, une ressource trop précieuse, une monnaie rare qu'elle ne gaspillerait jamais sur le petit personnel ou sur des enfants qu'elle considérait comme des obstacles. L'hôtel particulier sentait la cire au citron et ce silence coûteux, épais, que seuls les lieux immenses et peu habités possèdent. La voix de Jean Moreau, le père, bien que douce et empreinte de gentillesse lors de leurs rares échanges, portait la fatigue dans chaque syllabe, comme si parler lui demandait un effort surhumain, comme si sa propre maison lui aspirait sa force vitale. « Merci d'être venue, mademoiselle Lefebvre », avait-il chuchoté un soir, ses doigts tremblants alors qu'il tentait de saisir son verre d'eau sur la table de chevet. La main de Valérie avait surgi de l'ombre, plus rapide, plus ferme, possessive. Elle avait guidé le médicament vers la paume de son mari non pas avec amour, mais comme on nourrit un animal de compagnie dont on détient le titre de propriété et dont la survie ne tient qu'à une utilité temporaire. La nuit, Chloé entendait la maison respirer. C'était une vieille bâtisse lyonnaise pleine de secrets et de courants d'air. Les tuyauteries tintaient dans les murs, chantant une mélodie aqueuse et ancienne. Les lattes du parquet gémissaient, se plaignant du poids des années et des pas furtifs. Parfois, une porte se fermait au loin, trop doucement pour être naturelle, suggérant des mouvements clandestins. Lucas l'aîné essayait de sourire à travers cette ambiance pesante, tentant de maintenir une apparence de normalité. Elle dit que le petit Lucas est en Haute-Savoie, lui confia-t-il un jour dans la cuisine, baissant la voix comme si les murs eux-mêmes, couverts de papier peint damassé, faisaient des rapports à Valérie. Mais pourquoi ne nous laisse-t-elle pas lui parler? Pourquoi aucune lettre? Il aimait écrire. Ses yeux suppliaient pour une réponse, une logique que Chloé ne possédait pas encore, mais qu'elle commençait à redouter. Les jours se transformèrent en motifs répétitifs, en une routine grise et oppressante, rythmée par les horloges comtoises. La santé de M. Moreau déclinait inexorablement. Le contrôle de Valérie se resserrait comme un étau, étouffant toute spontanéité. Les appels téléphoniques se terminaient abruptement à la seconde où Chloé entrait dans une pièce, laissant flotter un silence coupable. Les visites du médecin de famille se déroulaient sans question, sans demande de second avis, dans une cordialité suspecte qui mettait Chloé mal à l'aise. Et chaque fois que le nom du jeune Lucas refaisait surface, l'expression de Valérie ne changeait pas d'un iota. Seul son ton devenait plus tranchant, coupant court à toute discussion comme on coupe une branche morte, il va bien. Ne créez pas de problèmes inutiles. Occupez-vous de votre travail, mademoiselle Lefebvre. Puis vinrent les papiers qui changèrent tout. Ce dossier médical, glissé là où il n'aurait jamais dû être, frappé du nom de Lucas et de ces mots terribles, malnutrition. Aucun enfant ne devrait tolérer cela. Aucune mère ne devrait le permettre. Et cette adresse. Le Massif central. Une région de volcans éteints et de vallées profondes. Chloé était restée figée devant le bureau,
son cœur martelant ses côtes si fort qu'elle crut qu'il allait se briser et la trahir. L'encre sur la page semblait hurler plus fort que n'importe quel cri humain, dénonçant l'abomination. Dans le cabinet du notaire, en regardant le jeune Lucas respirer librement pour la première fois depuis trop longtemps, aspirant l'air comme un noyé qui remonte à la surface, Chloé comprit enfin ce qu'elle avait ressenti dès le début. Cet hôtel particulier n'avait jamais été un foyer. C'était une scène de théâtre, polie à la perfection, un décor somptueux pour cacher les coulisses sordides d'une ambition dévorante. Et quelque part hors champ, dans les ténèbres d'une cave humide, un enfant s'était effacé dans le noir, attendant que quelqu'un soit assez courageux, ou assez fou, pour allumer la lumière. Après la découverte du dossier, tout ce que Chloé voyait dans la maison commença à s'aligner comme une série de bleus sur un corps maltraité. On ne les remarque vraiment qu'une fois l'adrénaline retombée et que la lumière change. La routine de Valérie était trop précise, trop mécanique pour être honnête. Chaque mardi et vendredi, elle descendait le grand escalier vêtu d'un manteau taillé sur mesure, les clés de sa voiture déjà en main, son parfum capiteux aussi tranchant qu'un avertissement. « Je serai à la maison de campagne pour vérifier les travaux », disait-elle légèrement, sans regarder personne, comme on annonce qu'on va acheter du pain à la boulangerie du coin. Pas de bagages, pas d'explication. Juste le commandement silencieux de quelqu'un qui n'attend aucune question, aucune remise en cause. Jean Moreau, peu avant sa mort, avait essayé de demander, une fois, sa voix fine comme du papier de soie se brisant presque sur les mots. « Pourquoi y vas-tu seule, Valérie ? » ?»« Je pourrais. » Le jardinier Jean pourrait t'accompagner. Il avait murmuré cela depuis le canapé du salon, sa main planant près de sa poitrine comme s'il avait peur de ce qu'il pourrait y ressentir, sentant peut-être confusément que son propre cœur était la cible. Valérie n'avait même pas cligné des yeux. Elle avait ajusté ses gants en cuir avec une lenteur délibérée. « Parce que je le peux », avait-elle répondu, lissant la couverture sur les jambes de son mari avec une tendresse qui n'atteignait jamais ses yeux glaciaux. Puis elle s'était tournée vers Chloé, qui époussetait un vase Ming à proximité. Ses médicaments. À la même heure chaque jour. N'improvisez pas. Suivez mes instructions à la lettre. Le mot avait claqué comme un ordre militaire. Et Chloé avait obéi, jusqu'à ce que la vérité devienne trop lourde à porter, jusqu'à ce que le silence de la maison ne soit plus un réconfort, mais une complicité insupportable.